Bonjour Nicolas, bienvenue pour cette petite interview pour Starterland. Merci pour ton temps. Comment tu vas? Salut Marco, merci à toi de m'avoir proposé ça. Tout va bien, en Russie, tranquillement, on prend Ouais, notre mal en patience. ouais, ok. Est-ce que, effectivement, on prend tous un peu notre mal en patience, c'est vrai, c'est la bonne expression. Est-ce que, on commence juste, tu nous expliques un peu qui tu es et où tu es et ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Nicolas Weffler, j'ai de Neuchâtel, j'ai 31 ans. En ce moment, je suis à Samara en Russie, où Ok. j'habite depuis 5 ans. Je développe des différentes activités. J'ai commencé avec le consulting, avec Swiss Center Samara, donc qui aide les PME suisses et européennes par la suite à exporter et s'installer sur le marché russe. C'était 3 piliers d'activité. Premier, c'est les études de marché avant de prendre la décision. Deuxième, c'est le développement commercial, une fois qu'on pose un premier pied sur le marché. Et Mhm. troisième, c'est l'enregistrement de filiales et leur administration, une fois que le marché est clairement confirmé et qu'il faut grossir les effectifs. Après ça, on a fait un peu de distribution. J'ai aussi été nommé consul honoraire de Suisse à Saint-Maraz, ce qui était un grand honneur et qui nous a aussi un peu donné un boost et puis une autre dimension à notre business sur place. Et depuis quelques semaines, avec les différentes choses qui se sont passées avec le corona, avec les ralentissements et autres, ça fait déjà un moment que je me pose la question de changer complètement de secteur et d'aller dans le secteur alimentaire et de faire de la production. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis un certain temps. D'accord, ok. Donc tu es un peu en reconversion entrepreneuriale, même pas. Bah, c'est un peu difficile à dire dans le sens où il y a tellement d'inconnus maintenant avec cette histoire qu'on s'est donné Mhm. jusqu'à l'été pour prendre des décisions. Mais Ouais, c'est quelque chose ouais, qui me titille depuis un certain temps. Mais on va ok, maintenir les activités qu'on a déjà développées, de toute ouais, façon. d'accord. Et du coup, t'as pu un peu, est-ce que tu as beaucoup de personnes de Suisse romande qui t'ont un peu contacté pour s'implanter en Russie, à Samara ou je sais pas, question assez large en fait. Alors, on est à Samara, mais on vise toute la Russie. Et puis forcément, suivant les secteurs, si on parle de B2C avec la grande consommation des produits de luxe, on va plutôt être sur Moscou ou Saint-Pêtre. Mais Mhm. oui, on a eu des gens de la Suisse romande. On a commencé à beaucoup prospecter à Neuchâtel, après Suisse romande, après c'était la Suisse entière. Ouais, Et puis on a même eu des gens du Portugal, de France, d'Allemagne qui nous ont contactés. waouh, Récemment, j'ai des gens d'Égypte. J'ai aussi, j'ai aussi un peu des gens particuliers du Bangladesh ou du Pakistan qui m'ont appelé, mais eux, c'était pas pour acheter du consulting, c'était pour me vendre du talc et puis je sais pas tout quoi. Enfin voilà, ok, on n'a d'accord, pas limité notre zone géographique à la Suisse. On s'est d'accord, vraiment étendu à tous. ouais. Ça, c'est intéressant. Du coup, comment des gens d'autres, parce que moi, typiquement, je sais que tu es là-bas, parce qu'on voilà, on se connaît, on a un peu ce lien Neuchâtelois, mais comment les gens d'autres pays ont connu ton activité en fait? Pourquoi ils t'ont contacté toi et pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a... C'est une bonne question. Des fois, c'est des chemins assez impromptus ou Ouais, complètement inattendus. Même par exemple, il y a 3 ans, j'avais fait équipe avec un mec de Saint-Pet pour organiser une conférence chrétienne sur le thème de la coopération internationale. Et puis, le type avait lancé le site, mais sans me prévenir. Et puis, il y avait toute une partie qui était en russe. Et puis, il avait lancé ça un peu partout par différentes chambres de commerce chrétiennes. ouais, Puis les mecs, ils ont juste vu qu'il y avait un speaker qui était européen, c'était Nicolas Wessler, puis ils ont commencé à me contacter là en disant mais comment on s'inscrit, puis enfin comment vous pouvez nous expliquer un petit peu. ouais. Et puis de ces contacts-là, il y en a un qui était dans le business qui cherchait des contacts justement sur la Russie pour importer des matériaux. Puis c'est comme ça que c'est devenu un client. Mhm. Un autre type, j'ai rencontré une conférence internationale en Suisse, mais il était du Portugal. Et puis quelques mois plus tard, il m'a contacté pour autre chose, Ouais, pour du consulting. C'est un peu des fois impromptu, mais nos canaux de prospection habituels, c'est clair, c'est LinkedIn, c'est le site internet, c'est du mailing, c'est du marketing direct aussi avec des calls, des emails. ouais. Et puis après, il y a du bouche à oreille, il y a des référencements. Et puis après, ben, il y a encore 2, 3 autres actions ponctuelles. On a fait par exemple des conférences qui traitaient des différences culturelles Ouais, ou des meilleures approches pour entrer sur le marché russe. ok. Donc c'est un gros mix le marketing. Donc plein de bonnes idées pour prospecter et puis networker en même temps, quoi. Enfin, t'en as mentionné pas mal. Là, je pense que c'est plein de bons conseils pour tous les entrepreneurs qui lancent leur petit business. Bah, disons, on les connaît déjà, hein, les Ouais, canaux, les ouais, approches qu'il y a pour prospecter. Après, c'est de savoir lesquels fonctionnent bien. Et ça, malheureusement, t'as le playbook. Après, il faut expérimenter et puis prendre ce qui marche bien, puis ouais, continuer.
Ouais. Non, je dis ça aussi parce que On a des eu fois, des gros fails aussi. ouais, bon, bah, ça fait partie du jeu, quoi. Mais je dis ça parce que souvent, on néglige certaines façons de faire, et puis, alors que potentiellement, ça peut être, on se dit, ça peut être bidon ou quoi, mais, qui pourrait, typiquement, toi, quelles ont été les meilleures façons? Est-ce que, typiquement, les gros fails, c'est quoi? Ou la bonne solution, c'est quoi? Est-ce que l'emailing a mieux marché que LinkedIn, par exemple? Ou est-ce que... Alors, l'emailing, ça a fonctionné, mais il y a eu un gros fail quand même, c'était de mal trier les listes Mhm. et finalement d'approcher des gens qui n'avaient pas forcément envie d'être approchés, en tout cas par ce canal-là. Ouais, Et du coup, tu spammes ton serveur. Et puis après, même avec tes clients réguliers qui connaissent ton adresse, qui t'ont déjà répondu et tout, tu finis dans leur spam. Donc ça, c'est très emmerdant. Euh, mais c'est un bon canal quand même. C'est juste qu'il faut le faire avec prudence et puis ouais, avec diligence. ouais. Un canal aussi où on a eu un gros succès puis après un gros fail, c'est les events. On a fait 2 events, une fois en partenariat avec une autre équipe et puis une fois tout seul avec une chambre de commerce où ça a bien fonctionné, les gens étaient contents, il y avait de la valeur. Et on a voulu refaire la même chose après à un autre endroit avec un autre partenaire, puis on ne sait pas trop pourquoi, ça n'a pas marché, quoi. Ouais. Euh, des fois, tu peux aussi faire tout juste et puis il n'y a pas le timing ou je sais pas, il y a une virgule qui a changé, puis ça ne marche pas. Ouais. D'accord. Ok. Donc, expérimenter. Oui, et ne pas perdre espoir, c'est ça. Expérimenter, peut-être Ouais, que c'est pas forcément pas le bon moyen, c'est peut-être pas le bon moment aussi. C'est souvent ce qu'on répète, hein. Donc, ouais, effectivement. ouais. Du coup, par rapport à ton aventure russe, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ben, tu m'avais évoqué une des questions avant qu'on démarre l'interview, c'était qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté en Russie. Mhm, Je pense que c'est intéressant d'avoir ce miroir quand on est toujours en Suisse, on n'a pas forcément ce miroir qui nous renvoie à notre propre réalité. Moi, la Russie, c'était, j'ai pris des bases pendant 5 ans, hein. Ça fait 5 ans que je suis ici, je continue d'en prendre d'ailleurs. Mais ça m'a beaucoup enrichi dans ma perception du monde, dans ma façon de concevoir la Suisse. Et puis le monde en général, ce que j'ai vécu en Russie, je pense que d'autres l'ont vécu aux US, d'autres l'ont vécu en Chine ou autre. ouais. C'est très particulier. Moi, j'ai pris quelques notes, mais dire, on a eu bon, des difficultés, ça de toute façon, il y en a dans n'importe quel business, mais c'est vrai que ici, par exemple, les personnes, déjà, c'était très difficile d'apprendre des personnes qui finalement n'ont pas du tout la même histoire que toi, le même patrimoine culturel, historique, et Mhm, se perçoivent de manière complètement différente. Les Russes sont proches de nous géographiquement, mais en termes de mentalité, ils sont des années-lumière de nous. La relation au temps, à l'autorité, à l'argent, à la famille, la façon de se percevoir dans le monde est très différente de ce que nous, on vit au quotidien en Suisse. mhm, Donc ça, c'était un premier challenge. C'était sympa d'appréhender ces gens, ces différentes mentalités. Et puis, de ne pas venir avec un peu... moi, c'était déjà un problème à la HEG. J'ai une tendance à être un peu arrogant, à croire que j'ai tout compris. Et puis ici, alors tu viens en tant que Suisse, ben, c'est clair, on vit dans un petit paradis. Tu vas en Russie, ils sont très loin du paradis hein, en termes d'infrastructure. Il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent. Mais de venir que tu viens avec un peu cette attitude de donneur de leçons ou de supériorité européenne, ça c'était la grosse erreur. Et puis là j'ai commencé à prendre des bases. Un autre aspect au niveau des gens aussi, de la mentalité, c'est de dire tout ce qui est lié de près ou de loin avec le gouvernement, faire très attention ici. Ici en Suisse, on peut se targuer d'avoir un gouvernement qui est relativement petit par rapport à la population, efficace et surtout relativement propre, honnête, transparent, et ça fonctionne. Ici, c'est tout l'inverse. Le gouvernement est une place proéminente qui contrôle mhm. 50 à 70% de l'économie, soit de manière directe ou alors indirecte par différentes holdings, etc. Ouais, Et puis ceux qui font la pluie et le beau temps, souvent, plus tu t'y frottes, plus tu risques de te piquer, puis de voilà, ouais. tomber dans des sales trucs, quoi. Et moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé au début quand je me suis installé. On était en partenariat avec le gouvernement de Samara et puis le canton de Neuchâtel. Et puis c'était un partenariat à sens unique où je suis tombé avec des mecs qui filaient pas droit. Et ça a été une première grosse difficulté ici. Ouais, d'accord. Maintenant, après, il y a aussi des grosses différences avec la Suisse dans les standards de qualité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé au début. J'allais au supermarché, donc la Migros, la Coop locale, puis tu vois des lots complets de carottes pourries qui sont à l'étalage. Puis tu vois ces carottes, tu as l'impression
Ils ont fait un combat de coq avec avant de les mettre au rayon. On me dit, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, comment c'est possible? Ouais. Et tu veux prendre des oignons à côté, tu plonges la main, tu as des trucs gluants. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Moins de gaspillage, Et, quoi. ouais, c'est pas tant le gaspillage, c'est Non, vraiment, non, mais. il y a une notion de négligence et puis de Mm. désinvolture. Et tu te dis, mais enfin, comment c'est possible, les mecs? Mais moi, si je voulais les amener dans cet état, ces carottes au rayon, vraiment, je me donne de la peine pour les foutre en l'air comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça c'était une grosse claque dans le sens où en Suisse, tout est tip-top, nickel, ripolliné, contrôlé, recontrôlé, traqué, monitoré, tralali, tralalou. Et ici, en Russie, c'est un peu des fois le Far West, quoi. Et Ouais. dans la compréhension des gens du standard de qualité, de l'excellence, etc., là aussi, il y a un immense gap entre ce que nous, on appelle un bon travail, un travail de bonne qualité, et eux, ce qu'ils vont appeler aussi un bon travail, un travail de bonne qualité. Ouais. Et typiquement, tu as ça même dans les relations professionnelles, ou tu vois ça à tous les niveaux de l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu vois ça typiquement dans des magasins, mais c'est aussi typiquement ici, on a du Swissmade. Quand on fait un truc, on le fait, on essaie de le faire au mieux. Je dis pas que c'est parfait parce que voilà, la perfection n'existe pas, mais est-ce que ça, tu le vois pas forcément là-bas? Enfin, est-ce que tu vois que le business est fait d'une autre manière, et puis typiquement, on lance un site web, on va pas forcément soigner tous les détails que d'autres personnes soigneraient plus? Alors, oui et non, si tu veux. C'est clair, ça se ressent dans le business, dans l'entrepreneuriat, bien entendu. C'est de dire, tu peux trouver des gens qui vont faire de la bonne qualité, mais en Suisse, c'est très homogène. Tu vas Mhm. aller vers 10 agences de communication, 10 agences web. Quand même, la plupart des gens vont te faire un truc qui tient la route sans que tu aies besoin de le spécifier Ouais, dans une ouais. liste longue comme mon bras. C'est qu'ici en Russie, tu vas devoir galérer suivant comment pour trouver un mec qui est fiable, Ouais. qui est compétent, et puis qui va pas te la faire à l'envers. Là, il y a toujours un peu, surtout ces deux problèmes, soit l'incompétence, soit la malhonnêteté, où il faut creuser avant de trouver le mec qui va faire ça bien. D'accord. Donc, la qualité, je te donne un exemple. Au tout début, quand on a commencé à faire des études de marché, moi, j'avais voulu faire une étude pour moi-même, pour comprendre un peu le marché du vin. Je suis bien le vin suisse, puis pourquoi pas en importer ici. Je suis allé voir des mecs qui font partie de l'Institut d'économie à l'Université polytechnique ici de Samara. Mhm. Je dis voilà, je paye 1500 balles, on fait une étude, on me dit un peu comment ça fonctionne, le marché, la demande, l'offre, les organes qui contrôlent tout ça, ce que ça implique, les licences de vente. Enfin voilà, faites-moi un aperçu. Ouais. Ils ont pris 3 études qu'ils ont trouvées online, ils ont fait du copier-coller, différents blocs, tac, tac, ils m'ont rafistolé ça comme ça, vite fait. Ce même pas des études des mêmes années, ils n'ont pas recoupé les chiffres, ils n'ont pas apporté de valeur ajoutée en refaisant des analyses sur ces chiffres. Moi, Ouais. je copie-coller tout ça, 30 pages, j'ai un démerde-toi. Et j'ai vu ça, moi, j'hallucinais. D'accord. Pour eux, c'était un travail de qualité. Ouais. Pour moi, je ne peux même pas le prendre, aller allumer la cheminée, quoi. Ça ne sert à rien. Ouais. Et bah voilà, ça, la qualité, c'est un souci. Dans le D'accord. day-to-day business, aussi, une grosse différence, c'est la communication. Les mecs, ils communiquent tout le temps par voie orale. Nous, en Europe, on communique tout le temps par voie écrite. Donc, tout ça, c'est des trucs qui font que dans l'entrepreneuriat ici, tu as le challenge de lancer une boîte qui est déjà un challenge, en plus de lancer dans des règles du jeu complètement différentes. C'est ça. L'histoire du gouvernement, c'est aussi. Le gouvernement ne va pas t'aider et va pas faire fonctionner l'administration. C'est plutôt, il faut trouver des moyens de se protéger et de pas attirer trop d'attention, parce que sinon c'est des inspections fiscales, c'est des inspections administratives, et l'objectif à peine masqué, c'est de trouver des choses pour lesquelles tu en porte-à-faux. Il y en a toujours tellement la loi est dense et compliquée pour te faire une amende, parce que c'est leur job, c'est de trouver des raisons de t'amender et de Ouais. faire rentrer du cash. Et du coup, typiquement, alors, si on met en avant notre aspect souci du détail, de la perfection du Swissmade, est-ce que c'est un truc qu'on peut facilement exporter là-bas? Est-ce que c'est valorisé, ou est-ce que typiquement on dit non, bah désolé, nous, ça nous intéresse pas forcément. On aime ce qu'on fait, on le fait à notre façon, et puis on n'a pas besoin de toute cette perfection que vous avez là-bas. Est-ce que c'est un truc vendeur, ou bien pas forcément? Alors j'ai envie de dire oui, mais dans le sens où, oui, c'est reconnu, hein, le phénomène de précision, le fait de dire la Suisse, ça tourne comme une horloge suisse, donc les rouages sont parfaitement huilés, etc. Ouais. Et c'est quelque chose qui est apprécié.
Et je dis oui dans le sens où il y a une certaine frange de la population ici qui est ouverte à ça et qui a envie d'apprendre, justement, qui a envie d'améliorer. Et il y en a à Moscou qui ont de loin pas besoin d'apprendre ça. Ils ont déjà masterisé plus que les Suisses dans certains domaines. La Russie excelle dans un certain nombre de secteurs. Il y a une autre frange de la population qui, malheureusement, a plutôt ce réflexe un peu xénophobe de dire, bon, démerdez-vous, nous, ça fait des années qu'on se démerde tout seul, ça ne nous intéresse pas, ils ne veulent pas apprendre et voilà, ça ne leur parle pas. Moi, je pense que la Suisse, effectivement, dans ce sens-là, a plein de choses à apporter, la précision, le Swissmade, ce sentiment, cette envie d'exceller dans tout ce qu'on fait. Mais je pense aussi que jusqu'à un certain point, c'est intéressant. Et puis, il y a encore 20% de fioritures en Suisse qui apportent des surcoûts mais qui ne sont pas perçus comme de la qualité en tant que telle. Et pour des trucs, tu te dis, mais les Suisses, on passe des fois 6 mois à planifier, à faire des plans de contingence, des matrices de risque, et puis finalement, tout ça pour un monde qui va changer. Bah, typiquement coronavirus, tu peux faire tous les trucs de risque, etc. Il y a des mecs, pendant 6 mois, ils ont bossé, cravaché. Tout ce qu'ils ont fait depuis 6 mois, ils peuvent les mettre aux poubelles. Ouais. Je pense voilà, il y a des tripés comme Global Forcé à la chaux de fond, qui vont même décorer les pièces qui ne sont pas visibles dans la montre, etc. On est d'accord, c'est des objets exceptionnels, de luxe absolu, etc. Mais ça, c'est des trucs, je trouve que c'est too much dans la suicitude. C'est dire, les gars, on ne va pas aller voir ces pièces. Il y a un Chinois sur 100 qui va la démonter éventuellement, puis qui va voir ça. C'est un surcoût, c'est pas une valeur ajoutée. Ouais. Ok. Du coup, ok, très bien. Donc oui, donc exporter un peu notre savoir-faire, notre excellence, mais pas forcément, enfin, savoir aussi s'adapter un peu au marché dans lesquels on va et pas forcément vouloir imposer ce que nous on fait ici, mais voilà, comprendre ce qui est nécessaire ailleurs, quoi. Clairement, si tu veux imposer ça ici, tu ne pourras pas. Et puis, tu as dit le bon mot, c'est il faut s'adapter. Je pense, par exemple, on a eu systématiquement ce problème avec des gens qui voulaient entrer sur le marché russe. Dans le domaine du B2B, quand on prend de la machine-outil, on a fait pas mal ça. En Suisse, tu peux vendre une machine-outil d'occasion. Tu fais un contrat d'une page, il y a un virement bancaire et puis c'est plié. C'est bon. Et puis, tu as une fiche technique approximative et puis le mec, il vient voir la machine sur place et puis après, il l'achète ou il l'achète pas. En Russie, tu oublies, c'est de la science-fiction. Il te faut une page complète des caractéristiques techniques de la machine. Il va falloir faire une vidéo, il va falloir répondre à 36 000 questions. Quand on t'appelle pour répondre, c'est pas je suis en réunion, je te rappelle dans 2 heures, ou bien quand on te fait un mail, il faut répondre aussi dans les 24 heures. Il y a une notion de réactivité qu'on n'a pas ou peu en Suisse dans ces domaines où là, c'est primordial, c'est comme en Chine, c'est 7 sur 7, 24 sur 24, et puis il n'y a pas de distinction privée-professionnelle. D'accord. Tu es toujours là à disposition. Et à ce moment-là, une fois que tu as fait toute ta documentation, tu as répondu à une question, éventuellement, tu vas la planter et ta vente, mais pas avant ça. Ça, c'est pour l'occasion, pour l'équipement neuf, c'est encore pire. L'équipement neuf en Suisse que je vois comme documentation, peut-être 2-3 pages. En Russie, il te faut 10 pages, il te faut les dimensions de l'écrou, enfin voilà, ils sont en triplé documentation. Pour ça, c'est un paradoxe parce que pour plein d'autres choses, ils sont en mode oral, communication orale très ouais. Donc, il faut s'adapter en réactivité énorme. Et puis, il y a toute la masse documentaire où là, c'est incontournable en Russie. D'accord, ok. Et puis typiquement, si des gens voudraient un peu, bon alors on peut parler d'export, mais si quelqu'un voudrait un peu faire de la publicité pour un peu toucher un marché en Russie, il y a des outils qui marchent mieux que d'autres. Typiquement, est-ce que les réseaux sociaux sont... Typiquement ici, on parle beaucoup. Alors on est à fond sur Instagram maintenant, Facebook un petit peu moins, mais quand même, etc., etc. Est-ce qu'il y a des outils qui sont porteurs en Russie et d'autres qui ne le sont pas du tout ou, Ouais, alors, oui, forcément, mais il y a 2-3 spécificités russes par rapport à l'Europe. Instagram, ça cartonne, c'est partout, en Russie y compris. Okay. Mais par exemple, Facebook, qui a plus une dimension personnelle, moins de B2B en Europe, ici c'est B2B à mort. Ouais. LinkedIn, qui fonctionne très bien aux US et puis passablement bien en Europe, est banni en Russie, tu peux pas. Ils te font un VPN, ils sont en conflit avec l'organe de contrôle. Parce qu'il y a eu un litige, je sais plus quoi, c'est plus politique qu'autre chose. Mais tu peux pas accéder à LinkedIn sans un VPN en Russie, donc pour la prospection, pas top. D'accord. L'équivalent du Facebook US ici, c'est VK, le Facebook russe, VK. Ça, pour certaines tranches de population, c'est intéressant, pour d'autres, pas du tout.
Qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux de prospection encore, je peux te donner? Ouais, il y a par exemple des choses qu'on connaît pas du tout ici, mais Adna Klasniki qui est avec mail.ru, Adna Klasniki qui te garde en contact les gens qui étaient à l'école ensemble. C'est aussi un gros réseau où tu peux échanger, tu peux discuter, tu peux acheter des adresses, etc. Ok, Ça peut être intéressant. d'accord. Après, ça dépend de ton secteur aussi, tu vois. Si tu fais du B2B, comme nous on a fait beaucoup, par exemple pour les équipements industriels, le canal écrit, mailing, etc., même avec des bons carnets d'adresses, c'est vachement limité. Tu auras des retours avec MailChimp et autres qui sont bien inférieurs à ce que tu peux avoir en Suisse. D'accord. Parce que les gens sont beaucoup moins sur leur ordi et puis sont beaucoup moins dans le traitement écrit de la communication. Ils sont Ouais. plus dans leur... Tu as meilleur temps de prendre l'avion, de faire la tournée des grosses usines, aller rencontrer les mecs, les regarder droit dans les yeux, boire le thé. Et puis après, tu maintiens beaucoup le contact par oral, par des coups Ok, de téléphone. d'accord. Et par oral, bon, toi tu parles russe, hein, je me souviens que tu avais appris le russe durant tes études. Mais du coup, Oui. les gens qui potentiellement ont besoin, enfin, veulent s'exporter mais ne parlent pas forcément russe, l'anglais est bien accueilli ou bien pas forcément? Ou est-ce que vraiment là, t'oublies? Ok, Ah, t'oublies, d'accord. t'oublies. Ok, Pour te donner un ordre de grandeur, il y a 146 millions de Russes, plus ou moins. Il y a moins de 5% de la population qui a un passeport international. d'accord, ouais. C'est hallucinant. Et la plupart des gars qui sont, encore une fois, si tu prends le B2B, qui seront dans les usines, qui seront au poste de dirigeant dans les grandes boîtes, ouais, selon les secteurs, il y en a qui touchent, qui parlent un peu en anglais, mais quand même, la plupart du temps, ils ne parlent pas anglais. Ouais, Donc, tu es obligé d'avoir un intermédiaire ou ta propre force de vente ici ouais, pour pouvoir être au contact avec ces gens. Ou alors, ok. tu as deux, trois boîtes, par exemple, qui fonctionnent bien en Europe avec ce modèle, où tu as un employé russophone dédié au marché russe qui bosse chez toi en Suisse Ouais, et qui traite ces marchés-là. Tu peux mettre d'accord. l'Ukraine dessus, tu peux mettre la Géorgie, tu peux mettre le Ouais, Kazakhstan. intéressant, ok. Ça, c'est ouais, très, très intéressant. Et du coup, je me posais une question, c'est est-ce que toi, en tant que Suisse qui fait du business en Russie, est-ce que tu es vu un peu de manière, est-ce que tu es un peu privilégié? Est-ce qu'on te dit, OK, bon, il est pas russe, il est européen, il est suisse, donc est-ce que tu as des privilèges en tant que tel ou est-ce que on te traite exactement comme n'importe qui en Russie? Est-ce que c'est plus facile pour toi ou est-ce qu'on va pas peut te mettre un peu plus en avant facilement ou pas du tout? Alors, oui, la plupart du temps, parce que c'est assez peu commun d'avoir des Suisses, surtout à Samara, on est trois, donc voilà. Euh, et le deuxième, c'est ma fille, donc. Ouais, d'accord. Euh, donc c'est peu commun et puis c'est quelque chose qui est intéressant pour eux parce que la Suisse a une très bonne image et puis cette image, tu en jouis directement juste en étant suisse. Tu es plus Mhm. facilement invité. Je me rappelle, il y a encore 5 ans, on nous a invités dans des jurys pour des trucs rien à voir, des thèses de master ou juste parce que tu es suisse, on t'invite dans le jury. Enfin, ça n'a pas de sens, hein, par ça, mais enfin voilà. Ouais, Je me rappelle aussi, on avait fait venir en 2016-2015 le président de l'Association des étudiants suisses euh, pour un colloque qui était tenu ici avec passé 3000 étudiants des quatre coins de la Russie, ici à Samara. Puis il ouais, venait faire une intervention en présentant l'Association suisse des étudiants, la Fédération vraiment des étudiants, quelque chose comme ça. Et il avait l'impression d'être une rockstar, quoi, j'entends. Il était chouchouté, les gens limite criaient ouais, quand il a c'est assez ouf, quoi. d'accord. Après, pour d'autres questions, il n'y a pas de privilèges qui tiennent, dans le sens où si tu veux faire un permis de séjour, un permis de résidence temporaire, etc., avec les Ouzbeks, les Tadjiks, les Kirghizes, et puis tu es dans la sueur, ça pue, tu es dans la poussière, tu es dans l'administration soviétique, moi, tu as l'impression que c'est Bagdad, le bâtiment, et puis tu restes là pendant 5 heures, exposé à tout ce qui peut être là-dedans. Ouais, Et puis, tu vas passer the hard way pour avoir ton permis de séjour, comme tous ouais, les autres. d'accord. Ou Ok, alors, tu peux donner un pot de vin à la bonne personne, ce qui m'a ok, été proposé, ce que j'ai refusé. Et ouais, puis là, c'est tapis rouge, open bar, et puis tu es une assistante toute charmante qui fait le fil d'attente pour toi, puis qui te donne des formulaires, puis qui te dit comment les remplir. Et d'accord. limite, il les Ok, remplit pour toi, parce qu'il y a toujours des pierres d'achoppement dans ces formulaires. ouais, d'accord, d'accord. Maintenant, pour d'autres trucs, c'est aussi d'être suisse ici, un peu désavantageux dans le sens où on pense que tu es millionnaire, forcément tu es suisse, et puis on essaie de te la mettre, de te la faire à l'envers tout le temps.
Genre, ah, il connaît pas notre mentalité. Ah, bah, il a du cash. Ah, bah, ouais, bah, on va lui la faire à l'envers celle-ci. Et D'accord. du coup, il faut toujours un peu être sur tes gardes parce que on prend pour un con et puis faut Donc, montrer que. ouais. Donc, un bon conseil pour les gens qui voudraient potentiellement s'exporter ou voilà, qui ont un truc à faire en Russie, c'est toujours avoir un contact sur place ou en tout cas avoir quelqu'un qui parle russe et qui connaît un peu les filons, quoi. Qui est établi depuis un certain temps. Moi, maintenant, quand je leur dis que ça fait 5 ans, toi, ils savent qu'ils peuvent plus me faire à l'envers parce que je connais leur Hmm. combine. Ouais. Si tu débarques tout chou et puis que tu t'entoures pas avec des gens fiables, que tu sais être compétent et honnête, Ouais. là, tu vas avoir des aventures. D'accord. Ok. Top, merci Nicolas. Et du coup, tu me parlais voilà, tu m'as un peu parlé de tes succès, de tes défaites, défaites échecs, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais un peu mettre en avant pour les gens qui, voilà, qui lancent leur business en Suisse ou les entrepreneurs? Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as sûrement vécu plein de choses qui ont de la valeur ajoutée pour tous ceux qui, voilà, qui lancent leur entreprise. Ouais, bah, forcément, moi, chaque année, je fais un peu un bilan de mon année et puis je me pose des questions, hein. Qu'est-ce qui est bien allé, qu'est-ce qui est pas allé, et puis qu'est-ce que j'ai appris. Ouais, C'est comme Mandela qui disait, soit je gagne, soit j'apprends. ouais, Alors, on a beaucoup appris depuis 5 ans. voilà. Et typiquement, une des grosses leçons que moi j'ai prises, c'était une grosse baffe en 2017, sauf erreur, je me suis fait une double hernie discale, ou l'été 2018, ouais, l'été 2018, donc après 3 ans de travail acharné où je faisais vraiment des semaines de 50, 60, 70 heures, énormément de pression, tu dors peu, tu as envie à tout prix que ça fonctionne, et puis de servir au mieux tes clients, puis voilà, de monter le truc. Ça m'a vraiment mis une claque dans le sens où c'est quoi la définition du succès? Je crois que trop souvent maintenant on a été poussé à dire le succès, c'est quand bah, tu as une boîte qui tourne à coin, tu as des employés qui sont contents, tu as des produits exceptionnels et puis tu as un compte en banque voilà, bien garni. Ouais, Moi, j'ai vachement revu ma définition du succès parce que finalement, si dans 50 ans, j'ai 10 business qui tournent à coin, mais j'ai la santé complètement défoncée, j'ai pas pris le temps d'être avec ma femme, avec ma fille, de cultiver les simples plaisirs, d'être disponible le week-end et puis finalement d'avoir cette harmonie-là, ouais, ce ne sera pas un succès pour moi. Vraiment, raisonnablement, le fric, on va pas l'emporter dans la tombe. Donc, c'était de dire, OK, à partir de cet été-là, j'ai dit, oh, on arrête ces conneries. Maintenant, c'est 9 heures maximum par jour. Samedi, bosser, c'est un samedi sur deux maximum. Puis le reste du temps, c'est off, quoi. J'ai arrêté de mettre les notifications push du travail sur mon téléphone. J'ai viré les trucs superflus du travail aussi sur mon ordi. Et puis, je me suis forcé à faire d'autres choses que le taf et puis de penser au taf dans ces moments de repos, normalement. mhm, Puis, je commence à apprécier d'être avec ma famille. Et aujourd'hui, je vois, ben voilà, coronavirus qui nous stoppe tous dans notre élan. Il y en a pour lesquels c'est un drame d'avoir perdu leur business et puis ils y perdent leur identité, ils y perdent leur repère, ils y perdent leur sens. Moi, je suis reconnaissant et puis gloire à Dieu de pouvoir être avec ma femme et ma fille, d'avoir une bonne relation avec eux et puis de pouvoir simplement kiffer. Ok, bon, on est en stand-by, on prend notre mal en patience, mais je kiffe d'être avec ma famille. Et mhm. pour moi, c'est déjà un petit succès d'avoir cette complicité, cette complémentarité avec ma femme et d'avoir une bonne relation avec ma fille. Ouais. Donc oui, entreprendre c'est cool, mais le succès c'est pas juste d'avoir un business qui fleurit, c'est de pouvoir en profiter avec les gens que tu aimes et avoir la santé pour le faire. Il y a, Ça c'est la grosse baffe. d'accord. Il y a un peu toujours ce dilemme entre devoir travailler assez pour faire en sorte que ça fleurisse et essayer de garder comme un rythme de vie plus ou moins normal. Donc, je sais qu'il y a il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions par rapport à ça, en fait, qui disent, mais est-ce que je suis censé bosser plus qu'avant? Est-ce que je dois poster sur Instagram tous les jours? Est-ce que, voilà, il y a un peu ce dilemme entre l'équilibre vie et travail. Et je suis surpris par ta réponse. Ça me fait plaisir que tu mentionnes le fait que voilà, c'est devoir lever le pied ou devoir le faire pour des mesures de santé. Ça peut être positif aussi. Donc, faut prendre son mal en patience et puis prendre ça comme une opportunité pour pouvoir potentiellement se ressourcer ou apprendre des nouvelles choses à la maison et puis profiter un peu de notre Et puis ton corps, ta santé, c'est ton appareil de production, c'est ton premier effectivement, générateur de richesse. Donc si tu le négliges, ça va pas. Moi, effectivement. depuis, j'ai aussi mis en place des routines. Alors, c'est chiant, des fois, j'ai pas envie de le faire, mais le matin, je me mets un pied au cul, puis je fais 15 minutes où tu fais du gainage, renforcement musculaire, etc. Parce que je sais que le Mhm. dos, c'est un phénomène. Dans mon travail, je suis beaucoup 8-9 heures de mon ordi, des fois. Tu te forces,
tu te forces, et puis c'est bien parce que ça force le caractère, mais ça force aussi à prendre conscience Ouais, de ton corps puis de la santé, quoi. ouais, Et puis peut-être je profitais une deuxième grosse leçon moi que j'ai prise, surtout ici en Russie, c'est le pardon. Je pensais pas que le pardon c'était quelque chose qui était important dans l'entrepreneuriat ou qui allait être plus utile que ça, mais j'ai eu tellement de décons, j'ai tellement de mecs qui ont essayé de me faire à l'envers, surtout les premiers associés que j'ai eus, qui étaient vraiment des mecs corrompus, véreux, puis qui m'ont vraiment mis des bâtons dans les roues. C'est vachement édulcoré comme façon de le dire. Ça m'a foutu, ça m'a rongé pendant des mois et ça m'empêchait de dormir, ça m'empêchait d'aller de l'avant. Je sentais que ça me foutait en l'air à l'intérieur. mhm, Il y avait des pensées assez malsaines. Et au moment où j'ai fait le choix de dire, OK, bon, bah, ce qu'ils ont fait, c'est pas juste, et puis j'ai tous les droits d'être en colère contre eux, mais ouais, j'essaie de les pardonner, j'essaie de laisser tomber tous les droits que j'aurais à les critiquer, à leur pourrir leur réputation, à me venger, etc. Je le laisse de côté, et puis OK, ces mecs, voilà, ouais, ils ont fait ce qu'ils ont fait, je peux rien y faire, mais je peux influencer sur comment je réponds maintenant. Et que j'ai pu leur pardonner, ça te libère. C'est comme une immense énergie que tu as foutue dans le fait d'être en colère contre ces gens, qui te permet en fait d'être mobilisé pour autre chose. ouais, Et j'ai eu d'autres déconvenus. Je crois que tous les entrepreneurs, à un moment donné, vont être trahis par des gens qui leur étaient proches ou par des employés fidèles, vont se faire entuber par leurs fournisseurs, vont avoir des clients hargneux, etc., etc. Des ouais. choses qui finalement vont les atteindre dans leur cœur, leur pensée. Et la meilleure solution qu'ils puissent avoir, c'est vraiment le pardon. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à Ouais. garder de l'énergie pour l'essentiel. Ouais, 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 ouais. Ça me rappelle un peu ce que notre gourou Dan dit souvent, c'est que voilà, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas et tout d'un coup, t'es au cinquième étage, tout d'un coup, t'es au sous-sol parce que voilà, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Et une des grandes qualités d'un entrepreneur, c'est voilà, c'est justement de savoir faire la part des choses et des fois savoir biffer certains trucs, de se dire, OK, ça s'est mal passé, on met de côté et on se refocalise sur les aspects plus positifs pour repartir un peu plus fort, quoi. Et je pense que c'est vraiment, ouais, en termes de mentalité, c'est ce qui a, c'est un aspect hyper important pour pas perdre pied, en fait. Donc, ouais, c'est un Ouais. très bon point aussi. C'est un très bon point aussi. Nicolas, est-ce qu'il y a autre chose tu voudrais partager avec nous par rapport à ton aventure, par rapport à la situation actuelle, comment tu vois un peu le futur ou n'importe. Ouais, alors on a lu des tonnes et des tonnes d'articles sur le coronavirus. Je ne vais pas en rajouter beaucoup. Simplement dire, voilà, ici en Russie, c'est clair que les chiffres sont largement sous-estimés. Tu as des hôpitaux pleins de cas de pneumonie. C'est catégorisé pneumonie, on sait que c'est du Covid. Ok, Il y a 2 semaines de latence, on est 2 semaines en retard par rapport à l'Europe pour le pic, donc ça va se continuer un certain temps. Maintenant, moi, je ne me fais pas d'illusions, ça va durer des mois, voire des années pour les conséquences qu'il y aura de ça. Je me suis donné jusqu'à cet été pour voir un petit peu, puis je pense que la poussière va se tasser gentiment d'ici cet été, on y verra un peu plus clair, ouais, pour prendre des grosses décisions stratégiques à ce moment-là. Et d'accord. puis pour le reste, que ce soit la crise pendant 10 ans, pendant 20 ans, que ce soit la Troisième Guerre mondiale, bien, que tout redevienne à la normale, dans tous les cas, les gens auront besoin de services, auront besoin de produits, puis là où il y a des besoins, il y a des entrepreneurs, il y a des opportunités, donc pas se laisser abattre et puis continuer à Ouais, voir loin et à se projeter. très bien, super. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que tout va bien pour toi, malgré la situation. Et puis, j'espère qu'on pourra rapidement se revoir et puis partager une bière comme on avait l'habitude de le faire il y a si longtemps. Avec plaisir, c'est un plaisir Ouais, aussi de te revoir Marco, puis je vous souhaite tout de bon en Suisse pour ouais, toutes des aventures. d'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, je te réinviterai volontiers pour notre prochaine aventure. On a quelques plans en attente dès que cette crise sera terminée. Du coup, je me réjouis de pouvoir te réinviter dans un autre contexte. À ton service. Dans l'attente, plein de bonnes choses pour toi, beaucoup de chance, et puis une grosse salutation à ta famille, et puis continue de prendre soin de toi comme tu le fais maintenant. Merci beaucoup. Merci. À bientôt!